Du coup, bonjour à tous, merci, bienvenue du coup à ce webinaire Tiers-lieux nourricier et nourrir les tiers-lieux, donc co-organisé avec le réseau Partage et le réseau Tiers-lieux en Grand Est. Euh, Au cours de ce webinaire, du coup, on aura trois témoignages, celui de Vincent Fortat de l'Arbre de Vie, microferme créative de Liverdun, dans la Meurthe-et-Moselle. On aura Fab Lib de Juliette Pérez, qui est un labo des transitions alimentaires méditerranéen. Il y aura aussi Agnès Lepage-Champion, qui est coopératrice, on dit comme ça, du supermarché Gras au Coop. Il y aura aussi, du coup, des questions-réponses après chaque intervention, enfin, vous verrez. Euh, et avant de commencer, du coup, on va présenter du coup, les réseaux organisateurs. Donc, je laisse la parole à Charles du réseau Partage. Merci Priscilla. Et je rebondis juste pour excuser, il était affiché sur la slide précédente Clément Marie, qui effectivement est un agriculteur de la Cumas Entremeuse, mais n'a pas pu se libérer puisque c'était un des rares créneaux pour faire des semis avec le soleil. Donc merci beaucoup Priscilla. Donc effectivement, moi je suis Charles Thomasin, j'anime le réseau Partage, dont certaines et certains connaissent l'existence ici dans les participants, mais pas toutes et tous. Donc juste quelques mots. Donc c'est un réseau qui existe depuis 2020 et qui vise en fait à informer, rassembler et outiller tous les acteurs de la transition alimentaire en Grand Est. Donc, on est financé par des acteurs publics comme la DRAF, l'ADREAL, l'ADEME, la région Grand Est. Et l'objectif pour nous, voilà, c'est de faire un peu se rencontrer, échanger et puis donner des ressources à toutes celles et tous ceux qui travaillent sur les sujets de transition alimentaire et de transition agricole également. Voilà, donc on le fait à travers différents supports que j'ai détaillés ici, mais sur lesquels je ne vais pas forcément insister. Mais on a un site, n'hésitez pas à aller dessus, qui fournit pas mal de ressources avec un annuaire, une carte des acteurs actifs dans le réseau, une newsletter, des événements récurrents sous format webinaire comme ici, mais aussi des visites de terrain, des cafés solutions. Et puis, les acteurs qui sont un peu plus impliqués dans le réseau ont aussi accès à un espace de partage, de discussion et de documents. Voilà, donc pour échanger sur tous ces sujets. Et quand je parle d'acteurs, donc ce sont des acteurs au sens large. On a beaucoup de collectivités, notamment celles qui portent des projets alimentaires territoriaux, des PAT. Mais on a aussi d'autres collectivités qui sont plus sur le volet gaspillage alimentaire, et puis des acteurs associatifs, des acteurs économiques qui se questionnent ou qui agissent sur la transition alimentaire. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a, qu'on a eu un peu cette idée avec Priscilla d'organiser ce webinaire, puisque parmi nous, nos acteurs, il y a des acteurs qui réfléchissent à l'émergence de tiers-lieux en lien avec l'agriculture ou l'alimentation. Il y en a qui en animent déjà, qu'on va voir dans quelques instants. Et on sent qu'il y a peut-être voilà, une thématique, une problématique, des échanges en tout cas à avoir sur cette notion de tiers-lieu nourricier de tiers-lieux en lien avec l'agriculture ou l'alimentation. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ces échanges seront riches et puis que les retours d'expérience nous permettront d'échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas dans le chat aussi à interagir si vous le souhaitez. Je te laisse la parole, Priscilla, pour présenter Oui. le réseau des tiers-lieux. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, n'hésitez pas à poser vos réactions dans le chat, on y veillera. Du coup, le réseau Tiers Langue Grand Est, c'est une association collégiale, donc il n'y a pas de président, pas de secrétaire, c'est un collège de 13 tiers-lieux qui est le conseil d'administration, donc créé en 2021. Nous, nos missions, c'est de animer, fédérer et défendre les tiers-lieux du Grand Est. Un tiers-lieu, je vais vous faire une définition rapide, mais il y a autant de définitions qu'il y a de tiers-lieux, on va dire, mais il y a des communs, enfin, des caractéristiques communes, on va dire. Ça va être tout ce qui est hybridation d'activités et de modèles éco, l'ouverture au public, aux citoyens, le fait de pouvoir être des territoires d'expérimentation, d'apprendre autrement, de faire autrement, travailler autrement, etc. J'en oublie certainement, mais voilà, on voulait aussi vous faire une petite notion avant de commencer. Le réseau actuellement, c'est
donc 78 adhérents l'année dernière, on est plutôt autour des 85 cette année. Et un peu comme le réseau partage, c'est des événements un peu toute l'année, que ce soit physique, des rencontres régionales ou locales euh, ou thématiques. Ça peut être aussi des virtuels comme des webinaires aujourd'hui. On a aussi des parcours d'accompagnement pour la création de tiers-lieux, mais aussi pour les tiers-lieux en activité. Et aussi la formation pilotée à un tiers-lieu. Mais si tout ça vous intéresse, on vous invite plutôt à suivre une information collective du réseau. Vous regardez sur notre site internet sur la partie agenda. Et côté financement, nous, on est soutenu par l'État via l'ANCT, l'Agence de la cohésion des territoires, la région Grand Est et la Banque des territoires. Voilà, mais pareil, si vous avez des questions, quoi, on y répondra plus tard. Mais pour l'instant, bah, on va commencer nos petits tours de témoignage du coup, je laisse la parole à Vincent de l'Arbre de Vie. N'hésite pas à me faire un signe ou diapo suivante pour que je passe la diapo au bon moment. Ça marche, ouais, je suis prêt. Bah vas-y, nous t'écoutons. Ok. Eh ben, bonjour à tous, je suis Vincent. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est tout bien? Oui, Ok. oui, 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 c'est parfait. Euh, ok, donc, alors moi, je représente aujourd'hui l'Arbre de Vie Microferme Créative. C'est notre petit nom. À savoir que nous, on est basé à côté de Nancy, à Liverdun, à un petit quart d'heure de Nancy, donc dans Meurthe-et-Moselle. On existe depuis. Donc peut-être que tu peux passer la slide. Euh, voilà, on existe. Alors officiellement, là, on va fêter nos 5 ans de propriété sur la parcelle sur laquelle nous sommes installés. Donc un terrain à l'abandon que nous avons acquis en 2019. Donc quand je dis nous, c'est les deux personnes que vous voyez à l'écran, donc Christelle et moi. Voilà, on partage notre vie ensemble et au moment où on s'est rencontrés, on a en fait eu envie de mélanger nos univers dans un lieu. En fait, à l'époque, moi, déjà, pourquoi nourricier? Parce que moi, je suis un ancien informaticien et que j'ai initié une reconversion professionnelle en 2018. J'ai quitté le monde des télécoms pour me lancer dans le maraîchage bio. Mais déjà à l'époque, même avant ma rencontre avec Christelle, j'avais pas forcément envie de le faire tout seul dans mon coin. Voilà, l'idée c'était de créer quelque chose qui aille un peu au-delà de ça. Et puis Christelle, elle porte un peu voilà le côté créatif dans le sens où elle est illustratrice. C'est pour ça qu'elle a un pinceau dans la main. Elle a moult talent, la couture, elle a grandi dans une EMJC en fait, donc le côté éducation populaire qu'on veut amener ici, c'est plutôt ça touche à elle. Euh, et à l'époque, le mot tiers-lieu, moi, faisait pas partie de notre vocabulaire en fait. Ça fait assez peu de temps qu'on se revendique vraiment comme un tiers-lieu. Euh, donc à l'époque, voilà, le terme micro-ferme était pour moi en tout cas plus adapté dans le sens où il y avait une vocation agricole et de production agricole qui était vraiment prépondérante pour ma part. Le terme micro, en fait, vient du fait qu'on est sur une petite surface, hein. Ici, on est sur une parcelle qui fait un peu moins d'1,5 hectare et qu'on en cultive un tout petit peu plus de la moitié. Euh, donc, par définition, les micro-fermes, de manière générale, il y en a un peu partout en France. Il y en a aussi énormément dans le monde. En fait, c'est le format de ferme qui est prépondérant à l'échelle planétaire. Et c'est des fermes qui ont besoin de trouver d'autres ressources, d'autres activités pour permettre une viabilité économique, quoi. Et après, voilà, le côté créatif, il est là pour amener le côté, justement, tous ces ateliers qu'on peut organiser un peu à droite à gauche, de l'illustration, de la couture, du réemploi ou des choses comme ça. Mais il est aussi le côté créatif de la recherche d'alternatives, en fait, qui est important ici. Et puis,
Et puis voilà, le fait aussi de s'entourer en fait de riverains, de citoyens, d'un collectif, hein, qui fait que bah, ensemble, on arrive à créer quelque chose qui n'était pas forcément envisagé au départ. Et c'est un peu ça la démarche. Donc, acquisition du foncier en 2019, défrichage, démarche, et on démarre nos activités vraiment avec pas grand-chose, avec un petit bout de jardin en route, avec quelques animations dans la poche, et puis on commence à se faire connaître et à accueillir des centres aérés, à accueillir des écoles, à organiser des spectacles, à essayer voilà, d'initier une dynamique. À ce moment-là, on est une association, c'est-à-dire qu'on s'est créé sous forme d'association de loi 1901. Et en 2022, on décide, l'idée étant voilà, de créer aussi un commerce de produits locaux. On n'avait pas envie forcément d'être une épicerie associative. Il y en a plein sur le marché. Nous, on trouvait ça un petit peu, comment dire, enfin, voilà, le fait de devoir faire adhérer tout le monde, chaque consommateur était enfin en tout cas pour nous, un frein. Donc, on a décidé en fait d'utiliser le statut juridique de SIC. Donc, on est une société coopérative d'intérêt collectif qui a donc on a converti, hein, on n'est pas reparti de zéro. On aurait pu garder cette association. Avec le recul, on se dit on aura mieux fait de la garder. Mais voilà, on a converti cette association en structure coopérative en 2022 avec un premier emploi créé en 2022. Donc, le mien en tant que coordinateur, maraîcher. Enfin voilà, au début, faut pouvoir un peu tout faire, quoi. Et on est aujourd'hui à peu près 45 sociétaires, donc tous tous les bénéficiaires de la ferme, toutes les personnes qui gravitent autour un petit peu au sein de notre écosystème ne sont pas sociétaires de la coopérative. C'est pas du tout une obligation. Ça se fait vraiment simplement au fur et à mesure. Voilà, quand les gens s'attachent, ben, à un moment, il y a une prise de part sociale. Donc, pour revenir sur nos activités, donc on a un modèle économique qui se base à la fois sur la production. Donc, on a un peu plus d'un demi-hectare en maraîchage biologique. Donc, vente de fruits, enfin, surtout vente de légumes, vente de fruits, vente de petits fruits, vente de plants à peu près à toutes les saisons. Dont 90% se fait en vente directe au sein de notre point de vente, hein. C'est un bâtiment qu'on a créé dans lequel je me trouve. Pardon. Et donc un point de vente qui est tenu en fait par des bénévoles. Enfin voilà, d'organisation, moi je suis aujourd'hui principalement sur l'atelier de maraîchage. On est également une ferme pédagogique dans le sens où on va accueillir vraiment tout type de structure. Donc, au début, ça a démarré vraiment avec du réseautage, hein. On a accueilli à chaque fois de manière, dès qu'on a lancé une activité, à chaque fois, on a été soutenu par des gens qu'on connaissait plus ou moins directement, qui nous ont permis un peu de nous lancer. Ça a été le cas au début avec des personnes qui nous ont fait confiance à la mairie. Ça a été ensuite quand on a lancé des activités de team building, bah, voilà, par l'intermédiaire de connaissances. L'idée, c'est qu'on a très vite compris que bah, les animations et les ateliers qu'on pouvait proposer étaient pas forcément liés à un public en particulier, mais pouvaient très facilement s'adapter à tout, tout âge, toute génération. Donc aujourd'hui, on accueille des enfants de l'âge de 2 ans avec des bacs de culture qu'on dédie à des crèches, par exemple, euh, avec beaucoup d'enfants. Bah, voilà, en fait, le gros de l'accueil, quand même, c'est des enfants entre 4 et 10 ans. Ensuite, des ateliers avec des adultes, hein, quand on est donc en situation de handicap, par exemple, ou des personnes en situation un peu plus voilà, précaire, où là, l'idée, c'est de recréer un lien avec l'alimentation et notamment avec l'origine de cette alimentation. Des ateliers dédiés aux seniors,
voilà, des ateliers jardin, des ateliers, toute forme d'atelier en fait, puisque dans le cadre du tiers-lieu, on a aussi constitué une équipe d'intervenants. Aujourd'hui, il y a peut-être depuis, alors ils n'interviennent pas tous régulièrement, mais depuis le lancement de ces ateliers-là en 2022, on a accueilli peut-être une trentaine ou une quarantaine d'intervenants différents dans plein de domaines différents, hein, que ce soit du sport en plein milieu du jardin, que ce soit de la vannerie ici dans le bâtiment, de la sophrologie, tout un tas de choses qui sont proposées au grand public et puis sous forme d'ateliers, comme ça, quand on répond à des appels à projets, bah, en fait, nous, on est principalement voilà, on va accueillir ces gens, ces personnes, ces intervenants à la ferme. Donc vraiment, en termes de public, quelque chose de très très large. Euh, et donc par rapport à nous, en fait, en termes de tiers-lieu, en fait, le tiers-lieu, pour l'instant, il est pas vraiment structuré, il est pas financé. Ça va se faire beaucoup en termes d'opportunités avec des structures qui vont nous contacter. Euh, et puis bah, aussi l'investissement des bénévoles de notre équipe de bénévoles, hein. On va avoir peut-être plus ou moins ponctuellement, on va avoir entre 5 et 10 bénévoles bah, qui portent aussi l'organisation de jeux, l'organisation de concerts, ce genre de choses. Euh, mais voilà, l'idée, c'est, sans forcément essayer de se catégoriser, nous, très vite, ça a été, bah, en fait, essayer d'avoir un impact positif sur la vie des gens, sur la vie du territoire, le rendre dynamique, le rendre attractif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal de projets en lien avec les collectivités territoriales, avec la mairie, avec la communauté de communes, pour essayer bah, de nous intégrer et puis d'être une structure ressource, en fait. Nous, on ne porte pas vraiment les projets dans le sens où on n'est pas organisé pour, hein. Personne aujourd'hui ici ne peut comment dire, chapeauter la création d'un projet d'envergure. Par contre, on va être un lieu ressource pour des acteurs du territoire qui le sont, donc des acteurs du monde social, des acteurs du monde bah, de l'éducation, qui vont nous contacter et puis on va mettre ensemble sur pied une journée, une demi-journée, des ateliers ou alors quelque chose de plus long terme, quoi. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on a par exemple, on vient de terminer notre quatrième année, vraiment notre troisième, quatrième année comptable. On est une jeune entreprise, on est un jeune projet, on a encore beaucoup de choses à réaliser. Euh, mais voilà, on a aussi on mène une grande réflexion cet hiver sur l'organisation du projet, sur voilà, donc ça c'est des phases de développement que je pense partagent énormément de projets comme le nôtre, hein. C'est un moment, bah, qu'est-ce qu'on retient comme structure, qu'est-ce qu'on retient comme, comment on évolue en tant qu'entreprise, comment on évolue aussi en tant que tiers-lieu, en tant que lieu qui vise à fédérer les citoyens pour essayer de les impliquer au maximum. Ça, c'est un vrai enjeu chez nous aujourd'hui pour pour que on se fatigue pas trop vite et puis voilà, on arrive à continuer à faire en sorte que le projet soit à l'équilibre, hein. Ça, c'est aussi un vrai challenge de trouver son modèle économique. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui Merci notre Vincent. petit projet. Merci beaucoup. Je me permets pour rebondir et ça rejoint, je pense, la question d'Antoine dans le chat autour bah, justement de voir un petit peu quel est le chiffre d'affaires peut-être un peu global, celui qui est dédié à la vente des produits, enfin qui est dégagé par la vente des produits de la ferme, Ouais. et le temps qui est dédié aux cultures,
Pour la surface, je crois que tu avais déjà répondu. La moitié de l'hectare et demi, hein, c'est ça qui est Ouais, dédié à la aujourd'hui, culture. si on met Mm. aujourd'hui vraiment sur le maraîchage, donc on a à peu près un gros demi-hectare de cultivé, hein, que ce soit sur la production de plants, sur la surface sous abri, la surface plein champ, les fruitiers. Et puis, bon, là, je compte pas la petite partie en jardin-forêt qu'on mène de manière un petit peu sauvage au fond du terrain. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu plus d'un demi-hectare qu'on a replanté. Donc là, Mm. nos arbres fruitiers ont 4 ans, ils commencent à donner. On a refait une grosse plantation de petits fruits qui est pas encore en production. Mais voilà, on est sur un gros demi-hectare cultivé de manière, à part un petit motoculteur, cultivé de manière manuelle, en bio évidemment. Aujourd'hui, alors, là, si on extrapole un peu l'année 2024, hein, parce que nous, on croît assez rapidement. Donc, si je vous donne les chiffres de l'année dernière, ils ne sont pas vraiment représentatifs de ce qu'on va réaliser cette année. Là, on est entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires au niveau des légumes. Il y a encore une marge de progression sur ce point. Globalement, sur l'ensemble du projet, on devrait atteindre entre 45 et 50 000 euros cette année, toute activité confondue. Euh, et aujourd'hui, le temps dédié aux cultures, alors moi, ça va être, on va dire que si on compte dedans l'aide que je peux avoir de bénévoles, on va être sur un équivalent temps plein à peu près. Donc un temps plein avec notamment des coups de main non négligeables sur le travail du sol, sur les récoltes assez fastidieuses de haricots, de fraises, de voilà toutes les choses un peu longues. J'ai des bénévoles adorables qui les font à ma place, quoi, ou en partie, quoi. Merci. Il y a Margot qui réagit, pardon, sur la bascule association SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Tu semblais regretter ce passage. Est-ce que Ah, y a un pourquoi? alors, en fait, c'est le gars de beaucoup de tiers-lieux, mais voilà, la mixité des activités fait que les structures juridiques ne sont pas forcément toujours adaptées en fait aux activités qu'on développe. Moi, aujourd'hui, en fait, sur le volet du maraîchage, je suis en train de créer une entreprise agricole, donc je suis en train de m'installer officiellement en parallèle de la SIC. Évidemment, tout ça, ça reste un tout cohérent, mais en tout cas, par exemple, sur certains, si, pour développer certaines actions culturelles notamment, ou pour accéder à certaines subventions, par exemple, seules les associations sont éligibles. Et en tant que SIC, on sort de certains circuits, on va dire, quoi. Le fait d'être une entreprise fait que on n'est pas considéré de la même façon. Et, et je sais que certaines SIC se posent la question de créer une association en parallèle qui pourrait porter d'autres projets qui seraient évidemment intimement liés aux activités de la SIC. Mais voilà, c'est une réflexion voilà, qu'on se fait au bout de quelques années où on se dit que finalement, des fois, le fait d'être une SIC est un frein. Je vous propose du coup qu'on fasse une pause dans les questions parce que Juliette vient d'arriver pour Fabline. Euh, je sais pas si Juliette, tu as un support de présentation avec toi ou... Ah, on ne t'entend pas. Désolée. Non, j'ai pas de support parce que en fait, j'ai prévu de partager mon écran pour montrer tous les éléments constitutifs de la boîte à outils. Du coup, ce que je peux faire, c'est présenter oralement Fablim et ensuite nos travaux, les illustrer au travers des différents lieux ressources que je vous montrerai. Ok.
Peut-être pour introduire un tout petit peu Juliette et expliquer. Euh, En fait, nous, quand on a fait la recherche avec Priscilla de cette question de tiers-lieux nourriciers et des boîtes à outils ou des supports qui pouvaient aider pour un petit peu structurer leurs activités ou en tout cas réfléchir un petit peu sur quelles sont les spécificités, on est tombé sur le travail justement de Fablim dans le sud. Alors nous, on est Grand Est, mais voilà, donc on a proposé effectivement à Fablim et à Juliette d'intervenir. Et donc un grand merci de passer, de nous donner un petit peu de temps parce que ça avait l'air assez contraint. Oui, je vous expliquerai pourquoi. Merci. Euh, donc, je suis Juliette Pérez, responsable développement, fondatrice de l'association Fablim. Fablim, c'est une association qu'on appelle d'intermédiation entre sciences et société. Notre sujet de prédilection, c'est la transition des systèmes agricoles et alimentaires. Et quand on dit association d'intermédiation, disons qu'aujourd'hui, c'est devenu un terme un peu consacré, c'est-à-dire qu'en fait, on est à l'interface entre des problématiques de terrain et des compétences au niveau de la recherche dans les labos. Et cette interface, on la mobilise pour conduire ensemble ce qu'on appelle des co-recherches, c'est-à-dire des recherches sur lesquelles on va codéfinir à la fois les questions, les modalités et en fait les outils, ce qu'il en ressort, quoi, ce qu'on appelle les livrables dans les dossiers de financement, bref. Et donc, du coup, on est coacteur des projets de recherche nous-mêmes en tant que Fablim, autant qu'on est mobilisateur de nos réseaux de terrain et de labos, et qu'on va également aller chercher des fonds pour conduire les co-recherches. Voilà. On n'est pas un guichet au sens que on n'accueille pas forcément comme ça des gens qui disent voilà, j'ai envie de mener tel ou tel projet de recherche-action, contrairement à ce que vous avez par exemple à Strasbourg, je crois, qui est une boutique des sciences. Nous, on va plutôt être en veille sur les signaux faibles sur le terrain, et c'est à partir de ça que petit à petit, on va mûrir et être un peu dans un rôle, on va dire, d'incubation de projet. Voilà, donc nos champs de travail, ça va être à la fois l'incubation, qui pour nous se termine quand le projet est formalisé, qu'on a réussi à capter des fonds pour les mener à bien. Ensuite, on a le travail d'expérimentation collective pour conduire la recherche-action et répondre aux questions, on va dire, de recherche. Et ensuite, on a une étape très importante qui est l'étape de valorisation et du coup d'essaimage en réseau, parce qu'en fait, beaucoup des connaissances produites, par exemple, sont ancrées dans tel ou tel territoire. Donc nous, par exemple, on est basé sur la région Occitanie et PACA. On est particulièrement présent en termes opérationnels sur ces deux régions. Mais après, nous, on anime des réseaux d'échange à une échelle nationale, notamment en lien avec le réseau mixte technologique alimentation locale. Et du coup, dans ce cadre-là, on a à cœur finalement d'être en réseau avec toute structure en France et même au-delà, puisque dans notre modèle économique, on est financé dans le cadre de différents projets, notamment européens, de coopération transnationale. Voilà. Donc, pour donner un peu de transparence, on est actuellement sur 2 Interreg. On termine un Erasmus+, en espérant monter un deuxième. Et après, on a des fonds nationaux et privés. Nationaux, régionaux et privés. Voilà. Donc, notre statut, c'est, j'entendais juste avant, un peu une réflexion sur est-ce que notre statistique ne nous empêche pas d'eux, en même temps qu'il nous permet d'eux. Nous, on a choisi le statut associatif. Voilà, pour l'instant, on est bien dans ce statut-là. Donc, que vous dire, c'est depuis 2019 qu'on travaille sur la question des tiers-lieux nourriciers à l'époque où, en fait, ça n'avait pas de nom. On ne disait pas du tout tiers-lieux nourricier. En fait, à l'époque, Fablim était en émergence et c'était démarrage. Et moi, je voyais bien qu'il y avait une dynamique tiers-lieu qui commençait à prendre de l'ampleur. Et avec notre casquette agriculture, alimentation, on se disait, mais est-ce qu'il y a des manifestations de ces courants-là dans le milieu? Et on a lancé une grande enquête nationale et on a publié en décembre 2020 un rapport un peu pionnier qui s'appelait Tiers-lieux nourriciers ancrés dans la transition agroécologique et alimentaire. Et très curieusement, nous on s'y attendait pas. Quand on a publié ce rapport sur LinkedIn, on a eu 10 000 vues en 3 semaines et beaucoup, quand je dis beaucoup, il y a une espèce de vague de gens qui m'ont contacté à la suite
en me disant, mais est-ce que vous pourriez nous aider, nous accompagner en montant un tiers-lieu nourricier, etc. Et tout ça était très bluffant, parce qu'on s'y attendait pas, en fait, à vrai dire. Donc, bah, nous, on était déjà pour la conduite de cette étude en relation avec France Tiers-Lieu, la COP Tiers-Lieu en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on s'est dit, il y a un sujet là, on ne peut pas laisser tous ces gens finalement en questionnement en disant qu'on n'a pas le temps, ce qui était le cas en fait. On n'avait pas le temps de répondre à autant de sollicitations. Donc, on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place une dynamique de réseau qui permette de multiplier les échanges horizontaux sans que nécessairement on soit dans la relation 1 à 1, et ça pourra d'autant plus bénéficier à l'ensemble. Donc, on a monté, c'était la période Covid, un cycle d'échanges en webinaire. Donc, il y a eu 7 rencontres thématiques. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu, modèle économique de tiers-lieu, gouvernance, lien au territoire, foncier, agroécologie dans les tiers-lieux, etc. Et on a monté une plateforme ressources pour centraliser l'ensemble des productions issues de ces rencontres. Donc, je vais partager mon écran. Je vais commencer à vous lister en vous les montrant, les différentes ressources à disposition si vous souhaitez vous documenter, voir, découvrir d'autres initiatives en lien avec vos activités. Du coup, excusez-moi, je vais partager mon écran. Je navigue entre les boutons. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, ici, vous avez un site internet qui s'appelle nourricier.tierlieu.net, qui est un YesWiki. Alors, fondamentalement, il faudrait certainement refondre ce YesWiki parce qu'il a été conçu vraiment pour ce cycle de webinaire. Donc, il est plein de ressources, mais certainement que maintenant que le cycle de webinaire et la rencontre nationale des tiers-lieux nourriciers, la première du genre qu'on a organisée en juin 2022, tout ça s'est passé, peut-être qu'il faudrait qu'on le réforme un peu, mais bon, bref, par manque de temps, on ne s'y est pas encore attelé. Mais sachez qu'en fait, vous retrouverez le programme de ces rencontres ici. Donc, il y avait, comme je disais, 7 thématiques et une rencontre nationale. Et donc, en fonction des sujets, quand vous cliquez sur, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, j'étais responsable du 1, du 3 et je suis intervenue dans le 5. Le 3, c'était construire son modèle économique et juridique. Vous avez un résumé voilà, en quoi ça consistait cet atelier, qui est intervenu, qui a organisé. Et vous avez le replay du webinaire et les ressources associées. Et quand vous cliquez sur ressources associées, vous aboutissez. Alors, je ne sais pas pourquoi le truc a. Je sais pas, la mise en page a un peu changé. Là, je ne sais pas trop. Il faudrait qu'on refasse une manip sur YesWiki, il a dû avoir une mise à jour. Mais du coup, vous tombez sur toutes les ressources associées à ce webinaire. Donc, notamment, vous avez accès donc à la synthèse graphique du webinaire, le résumé des interventions, le replay, donc le résumé écrit, le replay sur YouTube, le diaporama des différents intervenants, un compte-rendu écrit. Ça, c'est moi qui ai présenté une approche de l'économie de la contribution par les tiers-lieux. Et après, différentes ressources en lien avec le sujet. Voilà. Donc, du coup, on a mis tout ce qui nous semblait avoir trait au sujet. Et donc là, vous avez donc dans la banque de ressources, donc, comme je vous disais, soit vous accédez par programme, soit vous accédez par consulter les ressources. Et en fait, en cliquant sur je m'intéressais à tel sujet, tel sujet, tel sujet, qui est donc en lien avec les webinaires, vous avez accès à toutes les ressources, y compris pour la rencontre nationale. Voilà, où en fait on avait animé différents ateliers, gouvernance et inclusion, modèle économique et juridique, travail et émancipation. Et donc vous avez accès, alors dans l'atelier que j'organisais personnellement à la rencontre nationale en juin 2022, j'avais préparé des études de cas sur la question modèle économique et juridique. Donc si vous rentrez dedans, par exemple, je prends l'archipel. Vous avez toutes les ressources de l'étude de cas avec des articles de presse. Alors, tout n'est pas forcément à jour, hein, puisque ça date de 2022. Mais voilà, ça peut. L'Ermitage, par exemple, qui était assez intéressant sur son modèle juridique, avec un empilement de structures juridiques. Et du coup, des modèles économiques juste pour vous donner un ordre d'idée, l'Ermitage, ils ont pardon, je crois que c'est une EARL ou une SCEA. Je ne sais plus, une structure agricole pour l'exploitation du foncier agricole, une SCI pour le foncier bâti, une SAS pour l'exploitation du lieu, une association pour les projets d'intérêt général et une SCIC pour la captation d'épargne citoyenne. Donc, en fait, c'est assez intéressant comme modèle d'empilement de structures juridiques.
Donc ça, c'est voilà, ce lieu, vous avez aussi un annuaire, alors il n'est pas à jour, hein, mais ça vous donne voilà, quelques références sur les gens qui ont participé à nos webinaires. Et du coup, vous pouvez consulter, les coordonnées ou les fiches des participants. Vous avez également sur le site internet de la COP Tiers-Lieu un annuaire avec du coup la spécialité de chacun des tiers-lieux. Donc en Nouvelle-Aquitaine, ils ont vraiment fait ce recensement avec une qualification de qui travaille plus spécifiquement sur quoi. Et vous avez également la possibilité d'accéder aux fiches des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine qui bossent ou qui sont expérimentés sur le sujet. Il faut savoir en fait que nos travaux, on les a continués au travers d'une étude avec toujours France Tiers-Lieu, COP Tiers-Lieu et également Réseau Cocagne, qui a été financée par la Fondation Carasso et la DRAF Occitanie. Donc, on a, à la suite de la rencontre de juin 2022, réalisé des entretiens d'approfondissement à partir de, je sais pas, une quinzaine de lieux en France. Et on a produit des fiches. Donc, elles ne sont pas encore publiées en mode, en mode mise en page. Donc, comme il y avait Faire Tiers-Lieu, là, il y a 2 semaines, on les a présentées en format Word. Mais bref, il y a un graphiste qui travaille dessus. Donc, moi, par exemple, j'ai écrit 2 fiches. Je vous présente celle sur les modèles socio-économiques. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à partir des retours d'expérience des 15 entretiens d'approfondissement, on a décidé de produire des fiches thématiques qui ont pour but à la fois de amener des retours d'expérience, des pistes de réflexion et de sensibiliser les collectivités à la réalité des tiers-lieux et à la façon de mieux les soutenir. Et donc là, par exemple, c'est tour d'horizon de différentes stratégies pour renforcer son modèle socio-économique. Et donc, voilà, il y a différentes illustrations de lieux et qui ont, voilà, un tableau qui compare finalement en fonction du mode d'exploitation du lieu et des capacités d'investissement des porteurs de projets, quelles sont les alternatives et ce que ça implique en termes de modèle économique. Donc, on a réalisé 5 fiches, un sur comment renforcer son modèle économique et juridique, un sur comment envisager ses rapports au travail dans un lieu, comment le tiers-lieu questionne le rapport au travail. On a un sujet sur tiers-lieu, acteur de la gouvernance alimentaire locale. Donc, c'est moi qui l'ai écrit aussi. Ensuite, on a une fiche sur le lien en politique publique. Et notamment, on aborde, dans ces 2 fiches, là, sur la gouvernance et les liens en politique publique, on aborde assez les PAT, le lien des tiers-lieux au PAT, et un dernier sujet sur ce qui fait commun, de quoi on parle quand on parle de commun dans les tiers-lieux nourriciers. Voilà. Et d'ailleurs, quand je parle de commun, moi, j'essaie de raccrocher ça à ce que je vous ai présenté, en fait, ici, dans les webinaires, que j'avais présenté dans le webinaire 3 sur l'économie de la contribution. Mais ça, je vous laisserai regarder. Donc tout ça, ça a été présenté dans un atelier, ce PAT tiers-lieu nourricier à France par les collègues de France Tiers-Lieu à Faire Tiers-Lieu il y a 2 semaines. Et par ailleurs, on est impliqué dans le groupe de travail national nourricier de l'Association nationale des tiers-lieux. Au départ, en fait, c'est nous qui l'animions dans le cadre des différents projets que je vous ai présentés. Aujourd'hui, il y a d'autres projets sur les tiers-lieux qui émergent. Donc, en fait, on est sur... comme on n'a pas beaucoup de moyens, à vrai dire. En fait, on est plus en fonction de... Voilà, dans les projets, on essaie tous de mettre une ligne pour participer à l'animation ou à la co-animation du groupe nourricier de la NTL. Et donc, du coup, en fonction de nos moyens et des projets, on y dédie un peu de temps. Mais c'est à ce niveau-là que finalement, on produit et on centralise la boîte à outils au service des tiers-lieux nourriciers. Il y a une enquête qui circule pour mieux connaître les tiers-lieux nourriciers qui auraient envie de rejoindre le groupe en termes d'identité, besoins, territoire, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez également contacter Théo Lachman. Je vous mettrai son contact dans le chat de Zoom et il vous raccrochera à la dynamique. Voilà. Et alors après, dernière chose que je voudrais dire, c'est que là, avec la COP tiers-lieu alors je vais d'abord vous dire que l'année dernière à Montpellier, on a accueilli la rencontre tiers-lieu pour l'Europe.
qui était une rencontre co-organisée par France Tiers-Lieux, la NTL, oui, la NTL, mais bon, surtout la NCT, qui était aux manettes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la NCT, avec le CEREMA, a publié une première brochure sur c'est quoi un tiers-lieu en Europe. Donc, en fait, cette rencontre est très intéressante. Moi, j'ai animé un atelier sur tiers-lieux nourriciers, justement. Il y avait des Italiens, des Grecs, des Français, bon, bref, différentes nationalités. Et à la suite de ça, on a décidé avec les collègues donc de la COP tiers-lieu et de la région Nouvelle-Aquitaine de monter une réponse à l'appel à projet Interreg Sud-Ouest. Donc, c'est Sud-Ouest Europe, France, Espagne, Portugal. On a appris là ces jours-ci qu'on était accepté en première phase. Donc là, on va rentrer dans une phase de compétition maximum pour, pour être élu en deuxième phase. Et donc, si tout va bien, on va mettre en place un programme d'impulsion et d'accélération tiers-lieux nourriciers à partir de 2025-26 qu'on va tester sur différentes promos. Et parallèlement, je cherche à répondre à un appel à projet Erasmus+, partenariat de coopération adulte, pour mettre en place un programme de formation spécifiquement dédié au renforcement des pratiques d'accueil et à la mixité notamment des publics et à l'inclusion en tiers-lieux nourriciers, considérant que c'est un sujet qui est revenu pas mal de fois, comment on rend accessible, comment on travaille avec les publics précaires, etc. Donc nous, là, sur les 6 derniers mois, on a travaillé avec 2 consultantes qui nous ont un peu épaulés là pour réaliser de nouveaux entretiens. Et ce que je peux vous partager également, si vous êtes intéressés, c'est les résultats de notre étude, où suite aux entretiens, on a essayé de décortiquer beaucoup plus finement quelles sont les pratiques d'accueil, les publics accueillis, les modèles économiques de ces accueils en tiers-lieux nourriciers. Et pourquoi, sur la base des constats effectués, on a proposé un parcours de formation comme ci, comme ci, comme ça, qui comprend des points d'approfondissement justement sur la co-construction des activités, de telle sorte que ça puisse faire venir des publics qu'on n'a pas dans nos radars initialement. Voilà. Pas plus. Juliette, je me Ouais. permets de rebondir. Juste cette formation Erasmus, enfin, si c'est rempli de succès, elle sera ouverte plus largement ou comme Interreg, c'est limité à un territoire géographique? Non, 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 l'avantage de Hmm. l'Erasmus, c'est que c'est bien Hmm. pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de périmètre. Nous, on va valoriser que justement, il y a un lien avec le groupe de travail nourricier de la NTL et que ça puisse Hmm. bénéficier à tout porteur. Après, ce qui va se passer, c'est que nous, ce qu'on a imaginé, c'est des modules synchrones, asynchrones, présentiels et distanciels. Parce qu'en fait, dans les programmes Erasmus+, on trouve que c'est autant intéressant les apports de connaissances classiques en formation que réellement de l'échange de pratiques en mode formation non formelle. Donc, du coup, s'il y a des lieux qui sont très éclatés, ben, il y aura un peu de déplacement, quoi. Voilà, mais bon, ça se gère, quoi. Voilà. Je posais la question parce que Priscilla avait fait un questionnaire sur les attentes et parmi les participants, beaucoup d'entre vous avaient mis le côté justement inclusion, accessibilité sociale comme, Ouais, j'ai comme vu un ça. questionnement et un sujet. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, du coup, en effet, nous, on va construire ce parcours. Alors, sachez que là, on était encore en discussion hier avec la COP tiers-lieu en Nouvelle-Aquitaine parce que du coup, alors, ça fait beaucoup de si, hein, vous comprenez bien. Donc, si on est retenu dans le cadre de cet appel à projet, si notre parcours est très concluant, comme on le souhaite, et s'il y a une vraie demande sociale, en fait, à terme, on souhaite que ce parcours soit intégré au parcours piloté un tiers-lieu et que du coup, ça soit un axe d'approfondissement pour des porteurs qui souhaitent vraiment rentrer sur l'axe nourricier. Sachant que, voilà, nous, ce qu'on a identifié chez les porteurs, c'est qu'on a, euh, chez les nourriciers, on a des porteurs qui parfois sont héritiers de terres agricoles, ça arrive, hein, qui du coup se sentent pas du tout de faire agriculteurs et cherchent à donner une dimension un peu collective à leur projet. On a des agriculteurs qui sont peut-être lassés un peu de la façon de conduire leur activité agricole et qui ont envie de faire ça un peu différemment. On a des porteurs de projets qui ont des mariages heureux avec des collectivités qui, du coup, veulent redynamiser un espace dans lequel il y a la possibilité de faire du nourricier. Alors, parfois avec de la frustration, hein, je me pense notamment à des tiers-lieux nourriciers qui sont en zone urbaine
et qui, du coup, ont des terrains tellement pollués que ben, les aliments ne sont pas propres en tout cas, à la consommation au sens, euh, on va dire, légal du terme. Voilà. Et puis après, on a des porteurs de projets en recherche de terrain. Et nous, ce qu'on souhaite au travers de ces formations, c'est aussi créer des synergies entre les projets. C'est ça qui est intéressant. C'est d'arriver à faire la mise en relation entre des gens qui ont des terrains, d'autres qui n'ont pas de terrain. On a vu à la rencontre tiers-lieux nourricier de juin 2022 comment des gens arrivaient avec des terrains et comment d'autres arrivaient avec rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour nous d'être dans cette logique de réseau. Voilà. Donc, je dois vous mettre dans le chat le contact de Théo Lachman si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe nourricier de la NTL. Alors, ne vous attendez pas à un truc, vous allez recevoir des invités tous les jours, hein. On fait comme on peut. C'est pas doté de financement véritablement pour l'animation. Donc, mais par contre, ça vous permet d'être dans la boucle. Quand il y a des communications, c'est toujours intéressant. Vous dites à Théo, voilà, Juliette m'a parlé du groupe nourricier, ça m'intéresse. Comment je fais pour rejoindre la dynamique? Et il vous donnera toutes les infos. Du coup, je vous mets le lien de nourricier.tiers-lieu.net. Comme ça, vous pouvez aller faire votre marché en fonction de ce qui vous intéresse. Et les fiches, je vous les communiquerai dès qu'elles seront publiées avec la bonne mise en page. Mais en attendant, je peux vous donner un lien où vous avez l'accès à Word sans que moi, ça me parasite si jamais vous faites des bêtises. Parce qu'en fait, j'hésite toujours à donner la version... euh, Sauf si on a des contributeurs de haut niveau. Non, non, mais ça, après, vous pouvez, hein, si jamais il y a des choses qui vous viennent, vous nous contactez, hein. Mais c'est sûr que des fois, on ne se rend pas compte avec les droits d'accès, machin. On se dit, mais il est où mon texte? Du texte. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Le groupe nourricier de la NTL, la plateforme, les fiches. Et après, la suite, ça sera en fonction du succès aux appels à projets sur lesquels on est positionné actuellement. Voilà. Voilà, tenez, fiche de Super. consultation, je vous mets. Il n'y en a que 4 parce que celle sur les communs, je crois qu'il y avait encore des modifications en cours. Du coup, copiez le lien. Je vous les mets comme ça, là. Vous aurez également ces fiches. Hop, voilà. Merci beaucoup, Juliette. Je crois que, je sais pas, évidemment, même si je suis toujours un peu en speed, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas soit à prendre la parole ou à les poser dans le chat, hein, si l'intervention de Juliette vous pose question ou même à faire résonner des choses que vous vivez peut-être. Non? Bon, Voilà, du coup, vous avez foultitude de choses pour vous plein. documenter. Donc, voilà, je reste à votre écoute si jamais. Et je vous souhaite un bon webinaire parce que moi, je dois absolument filer à d'autres réjouissances d'appel à projet, comme vous l'avez compris. Ah, il y a quand même une question de Sophie Brasseur là dans le chat avant Juliette. Est-ce que vous pouvez aider ou accompagner des réflexions ou projets tiers-lieux? Si ça en est vraiment sur de l'opérationnel, j'ai bien peur que ce soit compliqué, hors cadre de ce que nous, on va mettre en place, c'est-à-dire nos programmes d'impulsion, accélération ou la formation test. Du coup, j'imagine qu'en Grand Est, vous devez avoir des réseaux. Est-ce que la formation pilotée son tiers-lieu est déclinée? Est-ce que vous avez des réseaux qui accompagnent? Je pense que ça se fera plutôt dans ce cadre-là. Par contre, nous, ce qu'on propose, en effet, comme je vous disais, ah, je vous ai pas envoyé un truc. Je vous ai pas envoyé. Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On est là. Du coup, je voulais mettre le compte-rendu de notre webinaire sur l'accueil en tiers-lieu nourricier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que voilà, renforcer ces pratiques d'accueil en lieu collectif nourricier. Voilà, c'était ça le compte-rendu. Du coup, je l'envoie à qui peut le relayer aux participants. Comme ça, vous aurez également le reply s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par cette idée de l'accueil, accueil en inclusion, etc. Voilà, ça peut être une ressource supplémentaire. Je l'envoie à qui, du coup? Apprécié, je pense. C'est Priscilla. peut-être. Ouais. Ça roule. Et ben voilà. Donc, du coup, Priscilla, ça sera une ressource de plus.
Et voilà, nous, on a différents cadres de concertation. Donc, dans ces cadres-là, moi, voilà, je vous invite à... je vous ferai passer l'info à chaque fois, hein, Priscilla et Charles, comme ça, vous pouvez relayer. Donc, on vous accueille, évidemment. Et si vous avez besoin de conseils plus individuels, je vous invite plutôt à passer par vos réseaux régionaux. Voilà. Donc, j'ai mis tous Merci. les liens Ben dans le voilà, chat. parfait. Voilà, super, super. Ben, en tout cas, désolée encore pour voilà, je suis un petit peu pressée. Pas de souci. Mais Merci pour. c'est un plaisir et dès que je peux, je viens volontiers. Merci pour le partage. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée, Juliette. Au revoir. Donc, Priscilla, si on a bien noté, sur la partie accompagnement plus individuel, ou en tout cas sur la création de tiers-lieux, c'est plutôt le lien que tu as mis dans le chat sur le parcours que vous portez, c'est ça, en Grand Est? C'est ça. Et pour la formation pilote un tiers-lieu, et bah, comme je disais dans le petit message, la promotion 2, elle est en cours de préparation. Et pour répondre à la question, je pense que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à février, les gens ont pu s'inscrire. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais c'est parce qu'il faut penser à le faire maintenant pour tout ce qui est question de prise en charge avec vos OPCO, tout ça, tout ça. Donc, voilà, voilà. Mais de rien. Et bah, du coup, enfin, je suis un peu désolée par rapport à qu'on a coupé un peu l'intervention de Vincent vite, parce que je savais que Juliette était assez pressée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, ou si Vincent, tu voulais recompléter quelque chose avant qu'on donne la parole à Agnès. Non, non. Il pourrait y avoir des questions à l'issue de la prise de parole d'Agnès. Il y a plein de choses à dire. On peut reparler de la structure juridique, on peut reparler des galères, des réussites, des types de partenaires, tout ça. Il y a plein de choses à dire, hein. On pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus. Ok. Du coup, on te laisse la parole, Agnès, et puis on voit après. Ok, Pareil, tu bonjour. me fais un signe, hein, si je dois passer une diapo. Bonjour à tous, moi je suis Agnès, donc coopératrice de Graoucop, un supermarché coopératif. Et Priscilla, je vais te proposer de mettre la deuxième diapo. Donc, nous, on est situé dans le centre de Metz, 124 avenue André Malraux. On a changé d'adresse par rapport à l'épicerie Test. Donc, l'épicerie, elle a ouvert en 2021 sur l'idée, le projet d'un tout petit groupe de personnes qui a donné en fait l'ouverture de l'épicerie Test à Sainte-Thérèse. Et là, au mois de mars, en 2024, on a ouvert le supermarché avec péripéties. Mais en fait, je pense que c'est peut-être un peu toujours le cas dans les projets, entre le calendrier, entre les travaux, entre le fait d'avoir suffisamment de coopérateurs pour pouvoir lancer le projet. En tout cas, ça a été dense et intense, mais là actuellement, le supermarché est ouvert. On a une équipe de salariés, on a 3,8 ETP. Donc nous, on est constitué en ski pour faire rebond par rapport à tout à l'heure. On a lâché et fermé l'association et on s'est dit mince, on n'aurait peut-être pas dû la fermer, mais c'était trop tard. C'était fermé parce que bon, elle avait plus raison d'être. Mais comme maintenant on est dans la création pour justement les propos qu'énonçait tout à l'heure Vincent et les raisons tout à l'heure, de dire ah mais finalement ça serait intéressant de rester sur le statut associatif. Et donc actuellement on est en train de recréer une association qui s'appelle les Graoupotes, qui ouvre justement, comme on a de plus en plus d'adhérents, et ben la possibilité par exemple de tout simplement de louer des salles, ce que ne peut pas faire en fait le supermarché, pour organiser les agoras et les AG et entre autres d'autres activités. Donc la question effectivement asso, pas asso, skik, c'est vraiment quelque chose qui se vit et qui se réfléchit. On est ouvert à tous. Notre activité principale, c'est la distribution alimentaire. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante. On a mis quelques photos. Alors, en haut à gauche, vous avez la mise en rayon. Donc là, c'est des photos qui dataient du première ouverture de cette grande surface qui fait plus de 615 mètres carrés.
avec toute la mise en rayon avec les coopérateurs. Actuellement, on vient de remodifier encore l'espace. Et en bas, au centre, vous avez en fait les agoras. L'idée, en fait, c'est que quand il y a des questions qui surgissent dans le quotidien, ça devienne une question qui est réfléchie collectivement, et ça se fait dans les agoras qui ont lieu à peu près 3 fois par an, plus ou moins selon l'énergie de ce qu'on a à mettre. Il y a toujours plein de choses à discuter, mais le temps du collectif, c'est long à mettre en œuvre, surtout pour que ça arrive sur une réalisation papier. Donc notre manuel des membres est en écriture, en construction, en rajustement. C'est vraiment un outil ultra vivant. En bas à droite, c'est les réunions dans le bureau des membres. En fait, il y a un espace qui est dédié aux réunions. Là, dans la manière dont je vais vous présenter un petit peu le projet, l'idée, c'est de se dire, c'était de pointer en fait des endroits en fait où il y a un questionnement, parce que ce changement d'échelle entre beaucoup plus de place, besoin de plus de main-d'œuvre, à la fois besoin de plus de coopérateurs pour pouvoir faire fonctionner le système, vient poser la question de: ben oui, mais si on est dans le plus et dans le plus, est-ce qu'on n'est pas éloigné du projet initial qui était de relocaliser ce qu'on voulait faire? Donc cette tension, elle est importante. Hem, bon, sur l'exemple, hein, il y a des aides pour les emplois salariés, des aides pour des apprentis, mais ça veut dire qu'il y a aussi un accompagnement à faire. Ça veut dire aussi qu'on est complètement en reconstruction, qu'on est enfin, pas en reconstruction, on est en construction, et que ça génère des questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse. Donc, voilà, comme les choses se construisent, accueillir, enfin, avoir des budgets pour financer les emplois, c'est un atout, mais ça demande aussi, de faire les choses selon une certaine manière qui viennent générer des fois plus de questionnements, de lourdeur, de tension, mais peut-être que c'est incontournable. Le local, on s'était dit qu'on allait vous présenter un petit peu le local, parce que ce local, il est assez représentatif des questions en cours. Par exemple, il est grand, mais on a choisi en fait de sous-louer des parties de ce local-là pour justement faire que le modèle économique soit viable. Il faut savoir qu'il y a des gros investissements qui ont été faits pour aménager, mais c'est un local qui est locatif. Donc se pose toujours la question du montant des investissements par rapport à quelque chose qui pourrait, dont le bail pourrait s'arrêter d'un moment à l'autre. On a des choses très concrètes. On a fait un bureau des membres. Lui, il peut accueillir les membres, mais par contre, tout le supermarché est en normes ERP, mais pas, par exemple, pour mettre en place des ateliers cuisine. Au moment où on a aménagé les lieux, on s'est focalisé sur le fonctionnement du supermarché, et maintenant qu'il y a un peu plus de temps et de développement pour faire des ateliers, on s'aperçoit que pour faire une activité cuisine, on ne peut pas le faire dans les locaux parce qu'il y a une législation particulière. Mais du coup, on a créé l'association qui, elle, va pouvoir porter l'organisation des ateliers. Donc, on est vraiment toujours dans ce qu'on met en place pour que le supermarché soit viable, et ce qui met en place dans une dynamique collective pour vraiment faire vivre le projet de rendre accessible une alimentation de proximité, une proximité à tous. Dans les espaces locatifs, on a aussi un point relais, donc un point d'accès de la grande distribution, mais qui permet aussi d'avoir un revenu locatif qui est non négligeable dans la survie économique. Il y a aussi une question qui était de se dire, on cherche à avoir plus de coopérateurs, mais du coup, si on cherche le toujours plus, est-ce qu'on est toujours dans quelque chose qui est plus raisonné? Donc je pense qu'on est vraiment traversé par ces questions-là. Et du coup, il y a eu tout un travail qui a été fait pour essayer d'évaluer le panier moyen. Actuellement, on a un panier moyen de consommation par coopérateur de 150 € par mois. Et il faut encore, si je ne me trompe pas exactement, encore 150-200 coopérateurs pour que ça soit en fait à l'équilibre. Mais à chaque conseil coopératif ou à chaque AG, cette question, en fait, elle reste un petit peu une ligne de tension. Est-ce qu'on est normal dans une phase de démarrage et donc en fait on a plus de charges que de rentrées? À quel moment on aura le point d'équilibre? À quel moment il y a des questions qui sont soulevées pendant les AG auxquelles les coopérateurs veulent absolument des réponses? À quel moment il faut aussi laisser du temps au temps? Bon voilà, c'est vivant. Hem, oui, on a eu une question, par exemple sur, en fait, c'est comme si en fait dans le changement d'échelle,
on était toujours un petit peu confronté à est-ce qu'on sort du système ou est-ce que, malgré nous, on revient vers ce toujours plus? On a une orientation qui est un tiers bio, un tiers producteur et un tiers centrale d'achat. Sauf que quand à un moment donné, il y a une commande à faire en centrale d'achat et que, eh ben, si on prend, 10 articles de plus, ça permet d'avoir un prix, comment, plus favorable sur l'ensemble du lot. Est-ce qu'on prend plus pour avoir ce prix moins, mais est-ce qu'on est encore dans l'objectif? Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, par exemple, de se dire: «On va faire des précommandes». Précommandes, par exemple, pour les abricots confiture, précommandes par rapport au calendrier de l'avent, pour essayer, en fait, de maîtriser le fait de pouvoir acheter dans une certaine quantité, mais de ne pas se retrouver avec des stocks où là, les stocks sont les plus, en fait, difficiles, à gérer. Alors, la déclinaison de un tiers producteur, un tiers bio, un tiers centrale d'achat, c'est pas une préoccupation, de tous les instants. Il n'y a pas, «Tiens, est-ce qu'en ce moment, je manque de producteurs, je vais rééquilibrer?» Ça reste, une question globale. Mais par contre, par exemple, il y a un atelier sur l'alimentation qui va avoir lieu samedi, sur l'organisation d'une recette. Ah OK, dans cette recette-là, comment on va pouvoir discuter avec les coopérateurs présents sur dans cette recette, et ben, finalement, il y a quoi comme part dans, les produits locaux, les produits, bah, de saison, les produits qui ont été achetés dans une centrale d'achat, pour pouvoir, amener aussi ces échanges-là, et ça, c'est porté par Graupot, bon, qui est une association qui démarre, qui est vraiment en construction, pour pouvoir se dire, ben, cette dimension en fait d'atelier pour, penser les orientations de Graukop, ça va se faire, comment? De quelle manière? Alors il y a aussi une réflexion de se dire, comment on va pouvoir aussi mobiliser, les compétences des coopérateurs? Est-ce que, donc pour 2025 est prévue l'organisation d'un marché, alors on ne sait pas encore s'il va être des coopérateurs ou des créateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le questionnement de se dire: «Finalement, le coopérateur, OK, il a donné des parts». Alors, contrairement à ce que tu disais, Vincent, nous, la part sociale, elle est incontournable pour rentrer dans le supermarché. Il y a même une grande affiche, «Tu souhaites venir ici, il y a besoin d'être coopérateur, viens prendre tes parts», et ils viennent sur une réunion d'accueil et on leur propose de prendre les parts. Il y avait un tarif qui était défini au départ de 100 €. Là, ça a été rediscuté et redéfini en AG pour que ça redescende à une part de 10 €. Parce que c'est posé la question de l'inclusivité, c'est posé la question dans les familles, c'est posé toute cette question-là. Donc, on est en train de revenir. Par contre, elle reste encore, un incontournable pour entrer. On est alors je sais pas si je l'ai marqué, c'était noté sur la diapo, on doit être à 450 coopérateurs actuellement. Sur le début, je sais plus si, oui, on est à 583 au 16 octobre, sur, le nombre de coopérateurs, donc avec aussi ces ajustements de parts. Il y a la question aussi de se dire finalement, enfin il y a un constat qui est important qui a été fait, c'est la question en fait du lien social et de l'ambiance dans lequel, les personnes arrivent ou font en fait leurs courses ou leurs services. Il y a tous des retours de se dire: «Mais quand je viens à Graukop, OK, je viens faire des courses, mais en fait, je viens aussi, faire mes courses avec un autre coopérateur parce qu'on peut faire ce service ensemble ou parce que je m'inscris sur le même service». Il y a aussi, par exemple, des personnes qui vont passer: «Bon, je passe ici, je m'assieds juste parce que je passais dans le quartier et je viens faire une pause». Il y a tous ces échanges au point de vue des services, et ça, c'est pas très, quantifiable, palpable, et cetera, mais la question, en fait, du lien, elle se pose, sur, l'organisation, par exemple, des agoras quand il y a une difficulté. La dernière fois, se posait la question des tâches hommes-femmes. Est-ce que les hommes et les femmes font les mêmes tâches? Est-ce qu'ils ont le droit de dire non s'ils n'ont pas envie de faire certaines tâches? Je ne citerai pas que le nettoyage des toilettes était en discussion, sur ce point, anecdotique. Et donc de se dire: «Bon, finalement, il y a un constat qui est fait, comment on va venir penser d'une manière plus globale les questions, c'est ces questions-là, de parité, de service, de droits, de devoirs», ça a été aussi la question de se dire: «Finalement, si je ne peux pas faire mon service, est-ce que mon service est supprimé?» Alors supprimé parce que, bah, finalement personne n'oblige un coopérateur à faire son service, sauf que le supermarché, il a besoin du service des coopérateurs pour vivre, et comment à un moment donné c'est mis en conscience, en responsabilité, en acceptation, en tolérance, enfin il y a un peu tout ça.
Et là, eh ben, dans le cadre de la semaine de l'ESS, il y a le centre de formation des travailleurs sociaux qui a fait appel à Graukop pour leur demander d'accueillir des étudiants. Et du coup, de fil en aiguille, va leur être proposé un atelier pour penser l'inclusivité, c'est-à-dire au lieu de se dire: «Je ne peux pas faire mon service» ou «Je suis en difficulté parce que je ne peux pas tenir longtemps debout, parce que je ne sais pas utiliser un ordinateur et donc le service est enlevé pour, ça va être l'inverse de se dire: comment dans toutes ces tâches, quelles sont les tâches, qui demandent, une connaissance en ordinateur, qui demandent d'avoir de la force physique, pas forcément homme-femme, une force physique. Comment, je dois monter sur une échelle, c'est-à-dire et ça du coup cette première réflexion, elle va être proposée au groupe des étudiants qui rentrent dans le travail social. Ensuite, il y aura un travail au point de vue, sûrement de la vie coopérative et ensuite ça refera l'objet en fait, d'une agora. Donc la question de l'inclusivité, ça serait plutôt de se dire: «Comment on peut faire pour que chacun puisse dire à quel endroit il peut contribuer?» plutôt qu'il y ait un groupe qui décide, de dire: «Bah, toi tu peux faire ci ou tu peux faire ça» pour, heu, voilà, pour, faciliter les choses, donc voilà, on est dans cette réflexion-là. Hem, il y a aussi, le fait, en fait, dans l'histoire de Graukop, au départ, donc au départ, il y avait un salarié, il y avait des cercles qui permettaient, en fait, de monter le projet, de faire fonctionner le projet. Quand le supermarché, il a ouvert, il y a les salariés, donc il y a 4 salariés qui sont présents et du coup, les cercles sont présents autour dans le fonctionnement. Heu et l'idée, c'est toujours de se poser la question finalement, qui fait quoi? Et en quoi il y a des fonctions opérationnelles ou pas du supermarché qui sont tenues par alors on appelle ça pas des bénévoles, mais des coopérateurs qui font leur service ou des salariés et comment ces questions-là, elles se règlent? En fait, nous, la dimension de tiers-lieu, c'est peut-être le fait d'avoir des espaces pour essayer de malaxer, ces questions de liens entre les individus, mais pas que les liens entre les individus, c'est comment l'organisation, elle vient aussi mettre en tension les liens entre les individus. Et du coup, le cercle cohésion, il vient plutôt penser des espaces ou essayer d'ajuster au point de vue de l'organisation, plutôt que, de dire: «On va régler des tensions interpersonnelles qui arrivent de différents côtés». Je vais donner un exemple. Là, il y a maintenant une fiche incident qui est bien, qui a fait l'objet d'une réunion avec les RH, avec, la Vicop, avec les salariés, avec le cercle cohésion. Et ben, à cet endroit-là, ça montre aussi que finalement, quand on touche le lien entre les personnes, on vient toucher aussi au lien entre est-ce que tu as un coopérateur qui fait un service ou un coopérateur qui est salarié? Parce que la législation, elle vient pas dire la même chose. Et du coup, comment, on va pouvoir, régler les choses. Et il y a une partie qui peut se régler d'une manière, je dirais, heu, conviviale, mais il y a aussi des parties, bah, le salarié, si ça touche à ses conditions de travail, ça passe par la RH. Hem, donc voilà, en tout cas, voilà, ces questions-là, en fait, elles sont sensibles, elles sont dans le vécu. Hem Je regarde mes notes, il y a peut-être aussi un autre endroit. Alors, je ne sais pas si c'est important, mais dans les cercles, ils apparaissent quand il y a un besoin et ils disparaissent quand il y a plus de besoin. Par exemple, il y a un cercle travaux qui a été mis en place parce qu'il y avait le suivi des travaux, il a fermé et ça a ouvert le cercle, conciergerie parce que maintenant c'est plus l'entretien des locaux, et ça, c'est décidé, en fait, lors du conseil coopératif. Heu, il y a les agoras qui permettent en fait la construction du manuel des membres. Ça, je pense que j'en ai déjà, parlé. Et actuellement, je regarde. Ah oui, petite indication, on parlait, aussi à un moment donné, des statuts de la SCIC. Juste pour partager notre vécu, je pense qu'on est assez connecté au vivant de cette organisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la SCIC, c'est qui a été créée avec des statuts. Au moment, on s'est dit: «Oh là là, c'est des statuts, il faut penser ça et cetera. Oui, c'est important et cetera». Mais en fait, dans la réalité, on s'est dit: «Ça change rien par rapport à l'épicerie d'avant», mais en fait, ça change plein de choses. Et actuellement, de se dire: «Bon OK, ah mais finalement, là, on a créé des statuts, ça correspond pas à notre réalité».
Est-ce qu'on les maintient parce que finalement c'était réfléchi que ça avait un intérêt? Ou au contraire, est-ce qu'on vient faire une AG extraordinaire pour pouvoir les modifier? Mais se pose la question du temps, parce qu'on est dans une phase hyper opérationnelle qui a besoin de coopérateurs et de survie. Est-ce qu'on se donne le temps d'ajuster les statuts en fonction de la raison d'être ou inversement? Bref, quelques questions existentielles. Et je vais m'arrêter là et plutôt peut-être répondre à des questions. Et si j'ai oublié une orientation, ben je veux bien. Mais merci Agnès. Voilà. Moi, avant de lire la question de Romero, je trouve qu'on voit bien la question de la nécessité d'espace entre les membres, les coopérateurs, d'espace de cohésion. Mais petite question, est-ce que, comme d'autres supermarchés coopératifs ont pu le faire, de l'allocation d'espace, des temps conviviaux ouverts à tous, l'accueil de Repair Café, etc. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous animent ou pas du tout? Et est-ce que c'est lié au statut ERP dont tu parlais en tout début, ou est-ce que c'est juste une orientation que vous souhaitiez pas prendre? Alors, ça, c'est une très très belle question. Dans une partie du supermarché, il y a un espace qui est loué à un partenaire qui actuellement a des difficultés de paiement et va se poser la question de trouver autre chose. Et en même temps, cet espace peut justement être réaménagé avec une mise aux normes et ouvrir la possibilité potentielle d'une création de tiers-lieux. Sauf qu'à ce moment-là précis, toute l'ouverture du supermarché qui date que depuis mars, qui a déjà été énormément, chronovore, énergivore et cetera, c'est comme si c'était un projet de plus qui soit trop lourd. Or, il y a une possibilité énorme et là, du coup, personnellement, se dire que ce projet, c'est pas pour tout de suite, mais dans quelques années, mais qu'on y va tranquillement, c'est juste un lieu, magique, hyper central avec toute la place qu'il faut. Donc je vais juste dire: «Joker, voyons dans l'avenir, il y a un possible infini à voir», et puis Graukop est en train de se saisir, c'est le démarrage. Ça marche. Rendez-vous dans quelques années. Merci Agnès. Alors du coup, les questions dans le chat, Romero demandait d'expliquer de nouveau en quoi consiste le manuel des membres. Alors, le mal des membres, c'est un petit peu, l'espace où il y a, toutes les réponses aux questions de qui peut faire ça à quel moment. Au départ, c'était d'une manière un petit peu plus globale. Et se sont posées des questions plus précises. Par exemple, dans les points qui ont été discutés, il y a: est-ce qu'on ouvre le dimanche ou pas? Ça vient toucher autant au travail des coopérateurs qu'au travail des salariés, que nous, on est à Metz, en Alsace-Moselle, et qu'il y a aussi une législation particulière. C'est poser la question de: est-ce que le service, il est transmissible? Est-ce que on peut tous les deux dans un couple être coopérateurs et il y en a un qui vient faire les services pour l'autre, avec tous les enjeux, je veux dire, du rapport homme-femme qui peut se jouer dans la société? Est-ce que pourquoi on viendrait poser la question en tant que famille et les personnes seules, est-ce qu'elles peuvent venir simplement faire leurs courses et pas leurs services parce qu'elles ont une difficulté particulière ou plus de charges? Est-ce que finalement on va considérer que c'est pas une famille, mais que c'est une entité et que 3 locataires ensemble peuvent faire leurs courses? En fait, toutes ces questions qui vont se traverser, est-ce que j'ai le droit de refuser une tâche? Est-ce que j'ai le droit de faire une partie de mon service? C'est des choses qui sont, discutées, comment travailler en agora. Ensuite, c'est posé en vote lors de l'AG et ensuite c'est écrit, dans le manuel des membres. C'est pour ça que je disais que c'était quelque chose qui est vivant et il y a plein de questions qui se posent. Voilà. Et le but, c'est de, quoi voilà, de pouvoir en comprendre ce qui se passe pour noter quelque chose. C'est super intéressant. On rêverait de l'avoir avant, mais en fait, il se fait au moment où où se posent des choses. Sophie me pose la question de comment est né le projet. Est-ce que il y avait, enfin, est-ce qu'il y avait un collectif à la base? Je pense que ça rejoint aussi un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Juliette. Des fois il y a un collectif, des fois il y a d'abord un lieu. Enfin voilà. Et puis comment avoir défini le modèle d'épicerie participative puis de supermarché. Alors, au démarrage, il y a eu un petit groupe de personnes. Il y a une personne qui est arrivée, le fondateur, comment Julien,
avait une expérience à la Cagette de Montpellier. Et il arrivait avec cette expérience-là, il venait s'installer dans la région. Ici, au point de vue local, il y avait plusieurs personnes qui voulaient monter en fait ce projet-là, et donc les énergies se sont rassemblées. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui étaient très au courant et au fait de ce que pouvait être la gouvernance partagée, d'où la constitution des cercles, d'où le fait de faire quelque chose qui était plutôt, je dirais, horizontal. Euh, si ce n'est que je suis très très prudente entre la volonté de faire quelque chose où chacun a sa voix, sa place équivalente et la réalité, quand il y a des personnalités qui sont très moteurs et qui font vivre le projet, ça vient mettre en fait ben voilà, une dynamique particulière. Je vais donner un exemple. Au début de la com de Graukop, c'était un coopérateur ou une voix. Et c'était vraiment la première chose qui était sur le site internet. Et là, avec ces derniers temps, et notamment la préparation de la dernière AG, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas la réalité de fonctionnement. Et du coup, a été discuté de repositionner un coopérateur, une voix, mais ce qui voulait dire changer les statuts, faire une AG. C'est pas finalement la voix qui a choisi le collectif, et ça a été plutôt de maintenant de venir préciser sur le site internet, c'est un coopérateur, une voix, mais en fonction du poids du collège dans lequel il est. Donc en fait, il y a vraiment, voilà, moi j'aurais envie de dire, vraiment dans la construction des statuts, quand on est dans l'énergie, on se dit c'est pas si important, ça va vraiment fonctionner, bah, sauf que chaque mot dans les statuts a beaucoup d'importance et maintenant ça fait un peu référence. Voilà, je ne sais pas si je réponds entièrement à la question. Et il y avait la deuxième partie de la question. Le collectif, il est aussi initié parce que les coopérateurs qui font partie des cercles ont vraiment envie d'être des consommateurs. C'est-à-dire, je viens dans ce lieu-là parce que j'ai envie de faire vivre un projet de société et j'ai envie de contribuer à ce projet-là. Et donc, les personnes, elles prennent la parole, elles posent des questions, et donc ça contribue en fait à faire avancer pas mal de choses. Ça a coupé, Charles. Tu n'as plus de micro. Ah non, non, j'ai changé avec Gabrielle, ma stagiaire, pardon. Agnès. Est-ce que je réponds à la question? Je laisse Sophie peut-être nous dire si elle a eu les éléments. Voilà, parfaitement. Merci beaucoup. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Et Priscilla, tu avais peut-être un œil, c'est pour ça que je questionnais Gabriel, je ne sais plus, j'ai pas le timing du temps, donc comme je suis un peu maîtresse aussi du temps, Eh bien, normalement, il nous reste 10 minutes, donc on peut prendre encore quelques questions. et peut-être juste pour, comme tu me le proposais, juste pour faire parler les absents, la CUMA Centre-Meuse, en quelques mots, donc on souhaitait initialement avoir trois intervenants qui ailleraient vraiment de l'aspect production à l'aspect consommation, avec une dynamique de tiers-lieu à côté. Et en quelques mots, la CUMA Centre-Meuse, donc une CUMA, c'est une coopérative qui met en commun coopérative agricole qui met en commun des outils de production. Et donc, c'est une coopérative d'agriculteurs qui est située dans le centre Meuse. Je crois qu'ils sont, je vais juste reprendre mes notes vite fait pour pas dire de bêtises, ils ont 75 matériels différents, 75 adhérents. Donc c'est plutôt une grosse coopérative et donc ils existent depuis un certain nombre d'années, mais assez récemment ils ont souhaité avec la construction d'un nouvel outil de stockage en commun réfléchir à l'idée d'avoir un lieu qui soit un peu tiers-lieu, qui a été réfléchi d'abord sur l'angle formation professionnelle. Donc, comment avoir un lieu commun où ils organisent des formations professionnelles, des formations agricoles, des temps où ils se forment à la mécanique, où effectivement, voilà, des élèves des maisons familiales et rurales puissent venir aussi se former, échanger. Et donc là, depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ils ont ouvert la chose. Il y a 2 services civiques qui ont été sur le projet aussi pour amorcer un peu la dynamique, avec aussi une réflexion
d'épicerie avec boulangerie à côté, mais je crois pas malheureusement, je veux pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'elle soit amorcée encore. Voilà, un peu, moi, ce que j'ai noté de l'échange qu'on avait eu pour préparer, c'est effectivement que c'est plutôt bien amorcé. C'est pas encore très ouvert à l'extérieur et au public, et c'est pas forcément leur vocation. Mais ce qu'ils constatent, c'est qu'en tout cas, dans la dynamique interne entre les agriculteurs, qui peuvent être souvent isolés ou voilà, cantonnés à leur exploitation, bah, il y a une vraie logique d'échange qui s'est un peu enclenchée au sein de la coopérative, qui n'était pas forcément là. Les gens viennent boire un café, échanger, discuter, et ça fait naître quelques projets. Voilà, donc je n'ai pas les projets exacts dans mes notes, mais voilà, il nous disait qu'effectivement, ça avait permis de créer le contact et de renforcer un peu ce collectif qui existait depuis déjà pas mal d'années. Voilà en quelques mots. Donc, la partie tiers-lieu était assez intéressante. Donc, effectivement, si vous souhaitez un petit peu interagir, nous, l'idée d'un peu de ce temps, c'était de se dire, voilà, on va mettre en avant des exemples de tiers-lieux nourriciers. Mais c'est un peu aussi un prétexte pour engager l'échange avec les gens qui s'y intéressent, qui ont des tiers-lieux, ou à l'inverse, qui sont sur des territoires et qui réfléchissent peut-être à l'émergence de tiers-lieux, pour voir un peu quels sont les besoins, comment nos deux réseaux, le réseau partage, le réseau des tiers-lieux Grand Est, pourraient peut-être vous aider, vous accompagner, orienter vers des ressources. Donc là, la parole est un peu plus libre. Donc, si vous souhaitez à la fois poser des questions et nous dire quels sont vos, vos besoins, c'est le moment. Je vois une main qui se lève, mais j'arrive pas à voir qui c'est, C'est Priscilla. moi. Moi, c'est Sophie. Bonjour Sophie. Je me permets ouais, de poser une question. En fait, nous, on a un porteur de projet sur notre territoire. En fait, ils ont un lieu et ils aimeraient en fait créer un peu un tiers-lieu, un peu épicerie, mais ils savent pas trop comment mener en fait la chose. Et du coup, voilà, je voulais voir un peu, je sais pas si on peut avoir quelques conseils, savoir comment un peu accompagner ces personnes-là, sachant qu'en fait, c'est dans une commune et voilà, ils aimeraient bien, en fait, arriver à mobiliser aussi un collectif. Ils ont pas forcément ou ils savent pas non plus totalement les orientations parce que la difficulté, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont une sorte d'épicerie un peu Spar ou quelque chose comme ça, mais eux, ce qu'ils aimeraient bien, c'est quand même, d'être plus orientés sur les produits locaux. Et d'être en complément de cette activité-là pour pas non plus, on va dire, leur, faire concurrence et cetera. Voilà. Donc c'est un peu un particulier et c'est pareil, je sais qu'il y a, je sais plus comment ça s'appelle, mais on coq en ouais, voilà. Bouge ton coq. Voilà, désolé, Bouge ton avec le coq, micro, ça voilà, je marche savais qu'il mieux. y avait coq dedans. Mais du coup, il faut pas qu'il y ait d'épicerie sur le territoire. Donc là, ils peuvent pas forcément, passer non plus, par ce système-là. Peut-être petite question avant de laisser peut-être les porteurs de projets qui auraient leurs idées. C'est quel profil de porteur de votre côté? C'est quoi? C'est des particuliers? C'est une asso? Pour l'instant, c'est une commune qui a récupéré un D'accord. bâtiment. Donc, en fait, ils ont fait une résidence d'architecte pour faire émerger les idées qu'ils pouvaient faire de ce bâtiment-là. Et en fait, issu de cette résidence-là, ils ont évoqué notamment justement, voilà, faire une sorte d'épicerie avec des produits locaux, etc. Mais donc moi j'avais fait intervenir aussi le Salarden parce qu'il y avait un système de pas faire que d'épicerie, mais aussi d'avoir un lieu d'échange et de créer un peu du dynamisme. Donc voilà, il y avait un peu ce côté-là. J'essayais de trouver un peu des différentes idées, différentes initiatives pour leur soumettre aussi quelques idées. Mais voilà, après, c'est peut-être aussi de comment faire naître un collectif ou comment faire naître justement une épicerie. C'est là où j'ai pas forcément les billes en fait. Hmm. Ça marche, Sophie. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, soit
parmi les intervenants ou parmi les participants, hein. Ça peut peut-être. Oui, Thibaut. Oui, bonjour, je rallume ma caméra. Bonjour. Oui, donc Thibaut P, nous on travaille à Poitéron, on est dans les Ardennes, donc sur l'association Pixina Locomotive. Et en fait, on va déployer un lieu de grande envergure à l'horizon 2026, en 2026, donc avec des aspects certes pédagogiques, restaurants engagés, etc. Et en fait, on regarde depuis quelques temps le sujet des espaces tests agricoles. On est allé notamment à Fertier-Lieu à Toulouse rencontrer le centième singe il y a quelques semaines. Moi, je voulais savoir si du coup le réseau Partage avait des liens avec l'association Grenata, ce réseau national des espaces tests agricoles, et comment est-ce que vous faites du lien? Est-ce que vous êtes complémentaires? Dans le sens où nous, on voudrait engager des réflexions là-dessus, sur un peu ces pépinières agricoles pour les Ardennes. Ah bah, pour répondre à Thibaut et, et je répondrai aussi à Sophie peut-être après. Sur le réseau Renata, alors localement, c'est plutôt le Bureau Grand Est, si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu référent des espaces tests agricoles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un contact ou pas avec Bureau Grand Est. Moi, je peux faire le lien s'il y a besoin. En tout cas, qui conseille, qui peut être ressource. On a aussi pas mal de ressources. On a fait une visite d'un espace test agricole, celui de Metz, métropole, et bah, à côté, on a capitalisé sur pas mal de ressources. Donc, il n'y a pas de difficulté, en tout cas, pour transmettre les ressources. Moi, je suis pas référent Renata en tout cas, mais j'ai les contacts. Et alors, il y a des enjeux aussi sur les espaces tests agricoles, mais j'ai pas toutes les infos fraîches. Mais il me semblait qu'il y avait aussi des difficultés en termes de financement, parce qu'il y avait des financements qui étaient alloués auparavant sur ce type d'espace et qui le sont plus forcément. Donc aussi pour clarifier pour tout le monde, hein, les espaces tests agricoles, c'est des espaces où des jeunes agriculteurs qui sont généralement non issus du milieu agricole, enfin qui n'ont pas voilà le bagage, la famille agricole, voilà agriculteur derrière, qui testent leur activité avant de trouver du foncier et de s'installer. Et c'est des espaces très intéressants qui sont justement aussi beaucoup dans l'échange, dans le partage de connaissances. Euh, donc Thibaut, non, il n'y a pas de souci. Moi, je peux faire, on peut s'envoyer des mails après. Ou s'appeler pour donner les coordonnées. Et je suis assez intéressé aussi sur le projet et son devenir. Et ce qui est intéressant aussi, alors pour faire le lien avec Sophie, c'est pas forcément clair dans l'intitulé, mais elle est des Ardennes, si je ne dis pas de bêtises, Sophie du Parc naturel régional. Donc là, il y a convergence un peu de géographie. Je ne sais pas trop si Poitron est sur le périmètre du parc naturel, mais En fait, je suis embêté parce que j'ai entendu Ardennes de la part de Sophie Brasseur, mais j'ai à moitié entendu la question parce que j'ai eu une interruption Zoom pendant une pas de minute. Donc souci. voilà. Je disais, Sophie, elle est sur le PAT du Parc naturel régional des Ardennes, si je ne dis pas de bêtises, hein, Sophie, tu me coupes si. Et je ne sais pas si ça recoupe ton implantation géographique de Poitéron. Non, non, c'est sur les crêtes en fait. C'est sur les crêtes, Complètement, c'est sur d'accord. les crêtes. Ok. Donc il y a Isabelle, effectivement, qui est plus sur le territoire. Mais est-ce que peut-être Vincent ou Agnès, vous avez des contacts peut-être sur ces espaces-là ou pas du tout? Non, je dirais, là, j'ai pas en tête de contact. Pour répondre à la question ou donner juste l'endroit, si je fais référence à la dynamique, c'est plutôt comment il y a plusieurs personnes qui ont envie de créer quelque chose. Hmm. Je trouve que là, c'est déjà l'idée d'une épicerie, mais pourquoi déjà l'idée d'une épicerie? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà une volonté de réaliser quelque chose. Et s'il y a plusieurs personnes qui ont envie de faire quelque chose, voir comment ça pourrait aller, parce qu'au départ, la dynamique, elle est un petit peu organique et c'est ce qui va faire aussi le moteur. Donc voilà, c'était ce à quoi je pensais en t'écoutant, quoi. Hmm. Antoine, je ne sais pas si c'est en lien avec la réponse à Sophie, Oui, pour Sophie. Oui. si.
Oui, je veux bien tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Moi, je parle depuis une commune qui s'appelle Germaine, qui est dans le parc régional de la montagne de Reims. Donc, en termes de localité, enfin, en tout cas de territoire, on doit être confronté à peu près aux mêmes problématiques. C'est une commune de 550 habitants qui est assez isolée dans la forêt. Et en fait, en 2017, à la fermeture du dernier commerce de Germaine, qui était la boulangerie, les habitants se sont réunis. Il y a une réunion publique qui a été organisée. Une cinquantaine de personnes sont venues et voilà, on discutait de ce qu'ils pouvaient faire pour conserver une activité à Germaine. Et en fait, des besoins ont été exprimés par les habitants, notamment un commerce, l'idée, pourquoi pas, d'une programmation culturelle et d'un bistrot aussi euh, associatif. Et en fait, voilà, de ces besoins, finalement, sont nées des volontés et une association a été créée, voilà, pour essayer de monter un projet dans ce sens-là. Et l'idée du tiers-lieu est née ensuite de une succession de réunions, quoi. Voilà Donc, pour, le tiers-lieu qui est le cerf à trois pattes, hein, c'est ça, si je... oui, pardon. Ouais, Oui, le tiers-lieu ouais. qui est le cerf à trois pattes, qui est en fait une épicerie de produits locaux, un bistrot associatif qui est ouvert le vendredi soir, et puis un lieu aussi un programme culturel. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et sur la partie épicerie, donc c'est vraiment des produits ouais, à 100 km qui sont produits à 100 km autour de Germaine. Et donc, il y a un groupe qui s'est constitué pour aller à la rencontre en fait, des producteurs et petit à petit tisser des liens avec ces différents agriculteurs et agricultrices. Et voilà, un petit réseau de distribution s'est finalement mis en place progressivement. Je ne sais pas si ça apporte quelques réponses à ta question, Sophie. En tout cas, c'est une expérience Ouais. Ouais, de tiers-lieu. intéressant, bah, notamment pour ouais, en fait, d'essayer de faire remonter peut-être les besoins par les habitants. Je pense que c'est peut-être des choses qu'ils ont essayé de mener, mais ils ont du mal à faire émerger vraiment des choses concrètement. Mais ouais, peut-être voir comment dynamiser ça en fait. Ouais, Bah, tout à fait. Et c'est vrai que vas-y, Antoine, pardon. enfin, c'est vrai qu'il y a un groupe, comment dire, un groupe d'habitants qui sont impliqués dans la vie de la commune depuis une bonne trentaine d'années, qui sont aussi moteurs en fait dans la dynamique qui s'est mis en place, quoi. Moi, je suis arrivé il y a presque 2 ans maintenant. Je suis chargé de développement pour l'association. J'ai découvert vraiment, voilà, un collectif de bénévoles ultra dynamique, toujours prêt à mettre la main à la pâte, toujours prêt à imaginer de nouveaux projets. Bon, j'ai l'impression que il y a des, ouais, il y a des dynamiques qui sont de longue date, quoi. Merci, Antoine. Moi, ce que je voulais juste préciser aussi à Sophie, pour l'anecdote, mon master de développement territorial, j'avais fait sur les tiers-lieux. Et, euh, et c'est vrai que moi, le constat que je faisais à l'époque, alors c'est peut-être plus vrai, mais c'est que souvent, quand il y avait des dynamiques qui étaient impulsées par des collectivités, mais sans collectif de base, avec déjà une idée un peu arrêtée, ça durait pas très longtemps, ou en tout cas, c'était moins riche que des dynamiques de tiers-lieux où, voilà, le besoin remonte directement des habitants, et puis c'est eux qui se saisissent, qui mettent les mains dans le cambouis, quoi, pour faire tourner le moteur. Donc, c'est vrai que peut-être repartir des besoins ou inviter les habitants à une réunion, ça peut être une solution. Je sais pas si Marie-Lise, enfin, vous souhaitiez ou tu Ouais. souhaitais. Je pense qu'on prendra juste ouais, l'intervention de Marie-Lise, puis après on pourra se laisser. On vous a assez retenu. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon?
Oui. Oui. Donc, moi, je suis Marie-Lise Gardeux du pays Terre de Lorraine sur le Sud 54 pour la démarche de la dignité dans les assiettes. Donc, c'est une démarche qui travaille sur comment lutter autrement contre la précarité alimentaire. J'avais une question. Est-ce que vous connaissez des expériences de tiers-lieux nourriciers co-construits avec des personnes en situation de précarité alimentaire? Parce que souvent, on réfléchit l'inclusion après coup. Finalement, on construit entre personnes qui ont l'habitude de co-construire, qui sont sensibilisées à certaines questions. Et après, on se pose la question de l'inclusion. Nous, on se pose plutôt la question on part de la possibilité de co-construire avec les gens et on voit ce qu'on peut construire, mais voilà, avec toutes les difficultés que ça comporte. Et je pense notamment, en tous les cas, dans les besoins qui sont identifiés dans les réflexions qu'on a sur le territoire, parce que les questions de tiers-lieux nourriciers ont déjà été abordées, c'est qu'il y a des besoins, par exemple, de stockage, de cuisiner, mais pas forcément d'ateliers cuisine, d'équipements de cuisine, des personnes qui sont mal logées. Est-ce qu'il existe des tiers-lieux où les personnes peuvent venir cuisiner, peuvent stocker leurs légumes, parce que si elles veulent manger des légumes frais, il faut qu'elles puissent les stocker, et dans des logements précaires, c'est compliqué de stocker des produits frais. Comment elles se déplacent aussi, à la question de la mobilité. Donc, au-delà de l'accessibilité financière, est-ce qu'il y a des réflexions ou des projets ou des expériences voilà, co-construites en partant des besoins spécifiques de ces personnes? Enfin, voilà. En tous les cas, je suis preneuse de toute idée ou expérience ou contact. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent ou des prises de parole. Éventuellement, je suis pas sûre que c'est tout à fait dans la ligne, mais ça l'est quand même un peu. Il existe sur Metz les petites cantines, et je pense que ça peut être un bon lieu ressource à contacter. D'accord. Parce qu'il y a vraiment cette dynamique de venir sur place, de venir préparer son repas et de le partager en place dans un espace dédié. Donc, je pense que voilà, une piste à explorer. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé. On espère que ça vous a plu. On vous enverra un mail avec toutes les ressources citées, la rediffusion, tout ça. Donc, vous pouvez y aller si vous voulez. Et pour ceux qui veulent continuer à discuter, on peut rester encore un petit peu, il n'y a pas de souci.